Bien, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots d'abord pour se féliciter d'être à nouveau aussi nombreux pour ces 4e rencontres donc, de Vigie. Vous savez qu'on essaye d'organiser, donc maintenant depuis plusieurs années, ces moments importants de partage, d'échange sur à chaque fois une thématique spécifique qui intéresse donc, voilà, le public que vous formez, à la fois composé de gestionnaires RH au sens très large du terme, mais aussi de spécialistes des questions juridiques donc, au sein de la fonction publique. Donc, c'est ces deux réseaux qui constituent le lectorat principal donc, de Vigie et qui constituent aussi, bien évidemment, voilà, le moment, nos interlocuteurs privilégiés pour ces rencontres de Vigie. Cette année, bien évidemment, le thème allait de soi, avec la loi de transformation de la fonction publique. C'est bien évidemment l'objet de notre colloque donc, de cet après-midi, avec un temps, vous le savez bien aussi, en fin de journée, extrêmement intéressant et important aussi sur la jurisprudence, donc sur l'ensemble des questions de fonction publique qui nous sera présentée, mais avec donc une après-midi centrée, bien évidemment, sur la loi de transformation publique. On l'a voulu, finalement, axé sur à la fois ceux qui ont été, le ministre en premier lieu, bien évidemment, les acteurs, les concepteurs de cette loi, donc d'où aussi les interventions multiples croisées que vous allez avoir, mais également de la présenter sous l'angle aussi des utilisateurs que vous êtes, que nous sommes collectivement, avec, et je les en remercie tout particulièrement, également l'intervention donc, de ministères, à chacun des moments donc, de notre après-midi, des interventions de nos collègues, donc des ministères, sur les 3 grandes thématiques que nous avons retenues. La loi est en réalité plus large que cela, mais enfin les 3 grands sujets sont bien évidemment au cœur de la loi. Le premier sur le dialogue social, sa transformation, son évolution extrêmement importante. Le deuxième autour des enjeux managériaux, qui regroupe là encore plusieurs questions, mais c'est un des axes forts de la loi que de donner effectivement plus de marge de manœuvre donc, aux acteurs de terrain. Et le troisième autour de l'accompagnement des agents dans les transitions professionnelles et donc bien évidemment autour des questions de mobilité. Donc, trois grands thèmes avec à chaque fois redonner bien évidemment ce qui est le sens, la portée et l'intérêt des mesures, et puis voir également, et ce sera aussi l'objet des questions-réponses auxquelles vous pourrez naturellement participer, et je vous y invite à avoir un temps d'échange, bien évidemment, sur la mise en œuvre de ces dispositions, puisque au-delà de la loi, vous le savez, mais nous y reviendrons au cours de l'après-midi, il y a toute une série, bien évidemment, de textes d'application de la loi à prendre. Nous sommes en train, effectivement, d'y travailler, mais aussi de pratiques, et c'est aussi l'intérêt, d'où le titre de ce colloque, de pratiques de gestion, de pratiques de travail qui doivent évoluer, que la loi nous invite à faire évoluer, les textes d'application aussi, mais là encore, au-delà des textes, les pratiques même, effectivement, qui doivent évoluer. Donc c'est bien évidemment cet ensemble assez considérable que nous souhaitons aborder cet après-midi, avec l'important, je le dis, d'entendre aussi vos expressions, vos questions sur ces sujets qui vont nous occuper non pas voilà, quelques jours ou semaines, mais bien évidemment pour de nombreux mois encore. Même si nous essayons d'aller très très vite dans la mise en œuvre de la loi, bien évidemment les questions seront encore nombreuses sur les années à venir pour changer véritablement, pour transformer, puisque c'est bien l'objectif, la fonction publique à partir de ce texte extrêmement important. Voilà, un point pour terminer, avant de passer la parole à Monsieur le Ministre, donc pour vous dire que nous avons fait le choix de le centrer sur les questions de l'État, hein, donc la mise en œuvre effectivement de la loi au sein de l'État, même si, vous l'avez bien vu, la loi, bien évidemment, elle concerne l'ensemble de la fonction publique, donc les 3 versants de la fonction publique. Il y a des dispositions très larges et très nombreuses qui sont d'ailleurs communes aux 3 versants de la fonction publique, mais le choix que nous avons fait aujourd'hui, parce que d'autres manifestations s'organisent dans d'autres cadres également pour la fonction publique territoriale et hospitalière, que nous aurons peut-être l'occasion d'en faire, c'était aussi de faire le focus sur la mise en œuvre effectivement de ces dispositions au sein de l'État, ce qui, je répète, n'est pas exclusif des autres versants, puisqu'il y a beaucoup de dispositions communes. Voilà, donc déjà un thème très large. Voilà. Merci beaucoup, je n'en dis pas plus, et je passe la parole donc à Olivier Dussopt pour vous présenter la loi. Merci, monsieur le directeur général, cher Thierry, mesdames et messieurs. Quelques mots pour vous saluer toutes et tous et vous dire le plaisir que j'ai à participer à ces 4e rencontres de Vigie. 4, cela dénote déjà d'une forme de tradition et d'un rythme bien installé. Je partage évidemment l'affirmation de Thierry Le Goff lorsqu'il disait que cette année, le thème s'imposait autour de la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique qui a été publiée au journal officiel en date du 6 août. Je crois véritablement, et nous avons eu l'occasion de l'exprimer avec l'ensemble des équipes de la DGAFP, qu'il y aura un avant et un après la loi. Un avant et un après la loi, car les modifications apportées sont nombreuses. Un avant et un après la loi, car nous avons l'ambition de faire de ce texte et de son application l'occasion d'une véritable révolution copernicienne, d'un changement de culture. J'aurai l'occasion d'y revenir sur quelques points, et finalement d'un changement de pratique en matière de management et de prise de décision dans la fonction publique.
Nous voulons à la fois plus d'ouverture, plus de décloisonnement. Nous voulons aussi trouver un équilibre, et je crois que nous l'avons trouvé avec le texte, entre les souplesses nécessaires à l'administration pour son organisation, pour lui donner la capacité de répondre et de faire face à des enjeux nouveaux, parfois anciens mais nouveaux dans les solutions à apporter, et en même temps trouver par ce texte l'occasion de donner de nouveaux droits aux agents, à la fois sur un plan collectif mais aussi sur un plan individuel, et avec comme tout premier droit la volonté de permettre aux agents de mieux maîtriser leur carrière et de pouvoir construire leur propre carrière, leur propre rythme de carrière de manière plus efficace, plus personnalisée et surtout plus autonome. Les attentes auxquelles nous avons à répondre avec ce texte sont nombreuses. J'ai eu l'occasion au cours des 2 dernières années de multiplier les déplacements et les rencontres, bien sûr, de rencontrer beaucoup d'agents, de rencontrer énormément d'agents, même énormément de chefs de service. Et j'ai souvent entendu les mêmes messages, que ce soit dans les administrations centrales ou dans les administrations déconcentrées. D'abord, une attente de confiance des cadres supérieurs, cadres intermédiaires, souvent mis à rude épreuve, qui ont eu le sentiment, pendant ces 15 ou 20 dernières années, de subir des réformes venues d'en haut, pour reprendre cette expression, et souvent d'être prises entre le marteau et l'enclume, avec une incapacité à donner le sens de la réforme, une incapacité à répondre aux questions de leurs collaborateurs, quand bien même ceux-ci les considéraient comme dans une situation hiérarchique qui les invitait et qui les obligeait même à avoir des réponses à l'intégralité de leurs questions. J'ai aussi entendu beaucoup d'encadrants qui nous demandaient de témoigner de la confiance par la capacité que nous devons leur donner à prendre des décisions pour la constitution de leurs équipes, pour l'évaluation des agents qui les accompagnent, pour la mobilisation de ces équipes et finalement une forme d'autonomie dans les choix qui peuvent être pris au quotidien, au plus près du terrain et finalement dans leur action quotidienne. Souvent, nous avons demandé aux agents qu'ils s'adaptent aux contraintes budgétaires, c'est souvent le cas, aux évolutions technologiques, aux évolutions territoriales, à l'évolution aussi des attentes des usagers, sans nécessairement prendre le temps de leur donner les moyens, notamment en termes de formation continue ou d'accompagnement des mobilités nécessaires à ces réponses, et en partant du principe que le seul critère d'adaptabilité, de cette possibilité d'adaptation de la fonction publique aux enjeux qu'elle rencontre, suffirait à leur permettre de franchir cette étape et de passer ce cap. De la même manière, pour les encadrants, nous avons trop souvent péché par l'absence d'autonomie et, je le disais tout à l'heure, l'absence d'information. C'est à ces questions que nous voulons apporter des réponses. C'est à cette ambition aussi que nous voulons apporter un certain nombre de dispositions que nous avons inscrites dans le texte de loi et qu'aujourd'hui, nous veillons à inscrire dans l'ensemble des textes d'application. Ces textes d'application, Thierry Le Goff l'a dit il y a un instant, ils sont en cours de publication. Près d'un tiers des articles du projet de loi, de la loi désormais, sont d'application immédiate, et vous avez très certainement dans votre pratique quotidienne eu l'occasion de croiser telle ou telle disposition, d'avoir appliqué telle ou telle disposition de la loi du 6 août. Les autres dispositions, donc les 2 tiers des articles, méritent des textes d'application. Nous veillons et nous mettons un point scrupuleux avec l'ensemble des équipes de la DGAFP, avec les équipes de la DGCL pour la fonction publique territoriale et celles de l'organisation des soins pour la fonction publique hospitalière, à faire en sorte que l'intégralité des textes d'application soit publiée dans un calendrier suffisant pour que les délais d'application et les dates de mise en œuvre prévues par la loi soient scrupuleusement respectés. C'est ce qui nous amène ces jours-ci et ces semaines-ci à présenter aux instances de consultation et de concertation, aux instances à la fois Conseil supérieur mais aussi au Conseil commun, toute une série de textes, toute une série de décrets, certains devant aussi être soumis au Conseil d'État pour permettre cette application. Et entre le premier Conseil commun que nous avons tenu sur ces questions-là il y a, je crois, 3 semaines maintenant, et la période de la toute première quinzaine de janvier, ce sont pas moins d'une 50aine de textes qui seront ainsi soumis aux instances et dont nous ambitionnons la publication pour garantir l'effectivité des dispositions à la date prévue par le législateur ou à la date que nous avions prévue lors de l'écriture du projet de loi. C'est un travail d'ampleur, vous l'avez compris, qui nécessite une concertation et un calendrier social extrêmement dense. C'est aussi un travail que nous menons avec la conviction que, au-delà de l'appréciation que les uns ou les autres, je pense à nos interlocuteurs des organisations syndicales par exemple, portent sur les dispositions, un des gages de réussite d'une réforme, un des gages de crédibilité d'une réforme tient aussi dans le fait de minimiser le temps entre le vote et donc l'annonce d'un certain nombre de dispositions et la date de leur mise en œuvre pour que cette application soit
aussi concrète que possible et aussi rapidement que possible. Avant de vous laisser cet après-midi vous consacrer aux 3 points qui seront particulièrement mis en avant au travers des différents ateliers, il me revient un exercice un peu périlleux qui est de rappeler les principales dispositions du texte. Et je dis périlleux car ça nécessite de le faire de manière extrêmement synthétique et qui plus est sous le contrôle bienveillant de celles et ceux qui, au sein de la DGFP, ont participé à leur rédaction. Et je saisis cette occasion pour les en remercier, puisque avant le calendrier et la densité du travail en matière de texte d'application, vous imaginez les uns et les autres, certains d'entre vous l'ont vécu directement, la densité et l'importance du travail qui ont dû être fournis pour permettre à ce texte d'aboutir dans les délais que nous avons connus. Le texte qui a été adopté par le Parlement s'articule autour de 5 axes en particulier. Le premier, vous y reviendrez dans un instant, concerne le dialogue social, puisque nous avons souhaité que ce dialogue social soit à la fois plus stratégique, plus réactif, qu'il respecte aussi, bien évidemment, les garanties des agents publics telles que prévues par le statut général. Et nous avons voulu le rendre à la fois plus simple et en même temps plus facile en termes de lecture et de compréhension. C'est ce qui nous amène, par exemple, à avoir prévu que sur les sujets individuels, la compétence des commissions administratives paritaires sera supprimée au 1er janvier 2020 en matière de mobilité pour accélérer les délais de recrutement. Et les mêmes CAP ne se prononceront plus sur les promotions à partir du 1er janvier 2021, avec, pour ce point, l'objectif de donner de nouveaux leviers aux managers de proximité, à la fois pour recruter directement les compétences dont ils ont besoin, quelle que soit la forme du recrutement, mais aussi pour mieux déconcentrer les décisions individuelles et ainsi entraîner une responsabilisation accrue pour l'employeur public qui devra expliquer la légitimité de ses choix, tant en termes de mobilité que de promotion. Nous avons bien évidemment prévu des voies de recours spécifiques pour les agents qui s'estimeront lésés dans les décisions rendues, et nous avons fait en sorte de prévoir la rédaction, l'élaboration par les comités sociaux qui se substitueront au CHS et au CTP. Nous avons fait en sorte de prévoir donc la rédaction de lignes directrices de gestion qui seront évocables devant les instances de recours, que ce soit les recours en interne ou, si c'est nécessaire, malheureusement, les recours contentieux, puisque nous savons les uns et les autres que cela peut arriver. De la même manière, et sans m'arrêter plus longtemps sur ce point qui fera l'objet de développement tout à l'heure, je souhaite insister sur un des enjeux que je considère comme majeur de ce texte en matière de dialogue social et qui permet au gouvernement, en tout cas c'est une disposition du texte qui permet au gouvernement de légiférer par ordonnance dans les mois qui viennent pour faire en sorte de donner une place plus importante à la négociation en donnant une portée juridique aux accords conclus au niveau de proximité. L'objectif est simple, il s'agit à la fois de permettre des accords majoritaires locaux lorsqu'il existe un accord national pour les améliorer ou les préciser. Il s'agit aussi de permettre la signature d'accords majoritaires locaux dans des champs qui ne seraient pas abordés par des accords nationaux et qui permettraient ainsi aux employeurs et aux organisations syndicales, établissement par établissement, collectivité par collectivité, voire service par service, de décliner un certain nombre de points, de prendre un certain nombre de dispositions qui s'imposeraient et qui trouveraient là une force juridique. C'est un point qui est important, qui va nécessiter beaucoup de concertation dans les mois qui viennent pour déterminer ce qui ne relève pas du champ des accords locaux. Il y a des sujets qui s'imposent, évidemment, en matière de statut, en matière de rémunération, en matière de déroulement de carrière, ce qui trouvera sa place plutôt dans des accords nationaux, et puis ce qui trouverait sa place assez logiquement dans des accords locaux, et à titre personnel, mais sans vouloir préjuger de l'issue de cette concertation, j'ai tendance à considérer que tout ce qui relève de la qualité de vie au travail, par exemple, trouverait aisément une place lors de la conclusion de la discussion d'accords majoritaires locaux pour permettre aux uns et aux autres de s'accorder et de s'organiser au mieux. Nous avons un deuxième axe dans le projet de loi qui vise à développer les leviers managériaux. Cela passe par la diversification des recrutements. C'est ce qui nous amène d'une part à élargir de manière assez substantielle les possibilités de recrutement en contrat de 3 ans renouvelables une fois dans les 3 catégories et dans les 3 versants. Parfois aussi pour des métiers avec des compétences rares ou présentant des difficultés de recrutement tout à fait particulières, la possibilité de primo-recrutement en CDI dans les administrations de l'État, dans l'administration hospitalière, comme c'est déjà le cas dans les établissements publics de l'État. Recrutement de contrat aussi sur les emplois de direction, puisque nous avons fait ce choix que d'ouvrir les emplois de direction au recrutement contractuel. Cet élargissement du recours au contrat trouve évidemment un écho dans la volonté de diversifier les viviers, trouve un écho aussi dans la volonté de donner une perspective de carrière à de nombreux de nos agents. Nous avons aujourd'hui plus de 20% des agents de la fonction publique à l'échelle des 3 versants qui sont contractuels,
Plusieurs centaines de milliers d'entre eux sont contractuels et titulaires d'un CDI. Et ces agents qui sont en CDI, dont nous satisfaisons souvent de manière très positive, des services qui sont fidèles à nos administrations, n'ont aujourd'hui pas la possibilité, n'ont tout simplement pas le droit d'accéder aux emplois de direction parce qu'ils ne sont pas titulaires, mais simplement signataires d'un CDI. Et donc l'ouverture du recrutement d'agents contractuels sur les emplois de direction vise aussi à donner ces perspectives. Il y a un certain nombre de postes qui seront ouverts à ce recrutement contractuel sur les emplois de direction, à la fois en faisant évoluer les clauses restrictives propres au poste de chef de service ou de sous-directeur, puisque je garde en tête que pour les niveaux hiérarchiques supérieurs dans la fonction publique d'État, nous sommes sur des nominations qui relèvent d'un autre processus, notamment au Conseil des ministres. Nous voulons aussi modifier le nombre minimal d'années d'expérience, faire en sorte aussi de réfléchir sur les questions de quotas pour voir dans quelle mesure plus de fluidité pourrait être apportée lors de ces recrutements contractuels. Pour les ministères animant un réseau territorial, je pense par exemple au ministère de l'Éducation nationale, à celui de la transition écologique ou solidaire, les fonctions de directeur seront également ouvertes aux contractuels. Et donc c'est un changement extrêmement fort que nous allons impulser en matière de recrutement de cadres dirigeants, de cadres supérieurs dans la fonction publique de manière générale, celle de l'État qui nous occupe aujourd'hui, mais au-delà, la fonction publique territoriale avec des conditions démographiques, de seuil en nombre d'habitants pour le recrutement de contractuels sur les emplois fonctionnels, ou encore dans la fonction publique hospitalière. Il faut souligner que ce double élargissement du recours au contrat, à la fois en élargissant les conditions dans lesquelles on peut recruter des contrats sur des emplois dits permanents, comme par l'ouverture des emplois de direction aux contractuels, s'accompagne d'une mesure un peu particulière. Il s'agit de la mesure portant sur les procédures de recrutement des contractuels, puisque nous tenons à ce que cet élargissement des possibilités de recours au contrat s'inscrive dans le respect des prescriptions et du droit constitutionnel en matière d'égalité devant l'emploi public et d'égal accès à l'emploi public. C'est la raison pour laquelle, après une première discussion il y a quelques semaines, j'aurai à présenter au Conseil commun de la fonction publique du 14 novembre un projet de décret permettant de déterminer les procédures de recours au contrat, de déterminer ce qui doit faire la base et ce qui doit faire l'essentiel d'un recrutement contractuel, à la fois dans la composition du jury, dans la publication et la transparence de la fiche de poste, dans les questions de transparence sur les vacances d'emploi, ou encore dans la possibilité, pour un candidat éconduit, de connaître les raisons qui l'auraient amené à être éconduit. C'est un aspect fondamental, peut-être plus technique que l'ouverture du contrat en elle-même, mais qui nous permettra de faire cette ouverture au contractuel dans le respect d'un certain nombre de principes de droit. De la même manière, toujours en termes de recrutement, la loi prévoit une novation dans la mesure où nous avons proposé, le Parlement a accepté cette idée de permettre le recrutement sur des contrats de projet. Ces contrats de projet seront des contrats à durée déterminée, qui seront conclus pour une durée de 1 à 6 ans. Et je tiens d'emblée à préciser, car c'est parfois une question qui est posée, qu'il est hors de question de recruter un contractuel ou une contractuelle en indiquant à la personne concernée qu'elle rejoint une administration pour une période comprise entre 1 et 6 ans. Il faudra à la signature du contrat préciser la durée de ce contrat de projet, et si le contrat de projet de 4 ans, de 5 ans, de 4 ans et demi devait être rompu par l'employeur avant le terme prévu, cela ouvrirait droit à une indemnité compensatrice, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat avec une borne basse et une borne haute, mais bien d'un contrat dont la durée est prévue initialement. L'objectif de ce contrat est double. C'est à la fois de permettre à des hommes et des femmes qui n'ont pas nécessairement fait le choix de rejoindre la fonction publique titulaire de pouvoir exercer au service de l'action publique pendant un temps donné de leur carrière professionnelle. Il s'agit aussi, peut-être surtout, de permettre aux administrations de s'adjoindre des compétences rares pour un projet spécifique, non pas à l'échelle d'une carrière, mais bien pour la durée de réalisation d'un projet. Nous avons quelques exemples en tête, notamment en matière de système d'information, en matière, pour les collectivités territoriales, d'élaboration d'un plan local d'urbanisme et de l'habitat, autant de procédures qui peuvent mobiliser une compétence particulière pendant quelques mois ou quelques années, sans avoir besoin, pour la structure et pour l'établissement, de recruter une même personne pendant la durée totale d'une carrière, en tout cas potentiellement. Il y a un certain nombre de points qui, en matière de recours au contrat, ont été améliorés de manière assez substantielle par le débat parlementaire. Et je pense notamment au fait qu'au-delà des procédures de recrutement, le Parlement, et nous l'avons évidemment soutenu dans cette démarche, a prévu d'harmoniser une partie du droit de la fonction publique sur le secteur privé en matière de précarité, puisqu'une prime de précarité a été créée. Elle sera en vigueur à partir du 1er janvier 2021.
et elle sera, même si le décret n'a pas été publié ni encore rédigé, son mode de calcul sera aligné sur les critères du secteur privé, c'est-à-dire autour de 10% de la rémunération totale. Cette prime concernera les agents contractuels dont le contrat aura une durée de 1 an ou moins d'1 an, de manière à encourager le recours à des formes de contrats plus longues, je pense notamment au contrat de 3 ans, de manière aussi à encourager le recours à un certain nombre de dispositions que nous avons inscrites dans le texte, et notamment la possibilité pour les collectivités territoriales de titulariser sur des emplois à temps non complet. Non pas que nous soyons convaincus que les temps non complets seraient la panacée pour les agents concernés, loin s'en faut, mais nous savons aussi que sur un certain nombre de postes, je pense notamment en matière périscolaire, il y a une forme d'impossibilité à aller vers des emplois à temps complet, et nous considérons que, quitte à avoir, si vous me permettez cette expression, un emploi à temps non complet, la stabilité d'une titularisation est toujours préférable à l'enchaînement de contrats courts, comme c'est le cas aujourd'hui, voire l'enchaînement de vacations ou d'arrêtés municipaux portant recrutement d'agents horaires, comme on le voit parfois. Et donc nous allons veiller à ce que cette prime soit appliquée. Nous avons prévu qu'elle soit applicable en 2021, non pas que nous souhaitions ralentir ce mouvement, mais parce que nous considérons que, d'une part, nous changeons la règle du jeu, que d'autre part, nous créons des outils de déprécarisation, et qu'il est de bonne politique que de donner aux employeurs publics une année entière pour s'approprier les outils de lutte contre la précarité, pour s'approprier la règle avant d'appliquer celle-ci, qui sonnera comme une forme de sanction, même si cela apportera un avantage évidemment utile aux agents concernés. Toujours en matière d'évaluation, mais je passe rapidement, et de management, pardonnez-moi, préciser ou rappeler que la loi a mis fin, de manière générale, au système de notation pour les corps ou les cadres d'emploi dans lesquels il était encore présent, au bénéfice de l'évaluation professionnelle. C'est là aussi notre volonté de donner plus de responsabilité aux encadrants de proximité, et c'est aussi notre volonté de permettre, à chaque fois que c'est possible, l'intégration d'une part variable dans la rémunération, ce qui nous a amené à prendre un certain nombre de dispositions pour autoriser le fait d'intégrer une part variable dans la rémunération des contractuels, puisque là où c'était possible pour les titulaires par le biais du régime indemnitaire, ça ne l'était pas encore pour les contractuels. Nous avons voulu aussi mettre à profit ce débat parlementaire pour améliorer la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics. Je passe rapidement pour simplement souligner 2 mesures. Une première mesure qui porte sur le temps de travail et qui concerne particulièrement la fonction publique territoriale, puisque nous avons supprimé la dérogation légale qui permettait à une collectivité de maintenir en vigueur un accord sur le temps de travail inférieur à 1607 heures dès lors que cet accord avait été signé avant l'adoption de la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de 2000. Ainsi, les collectivités auront 18 mois à compter du renouvellement de leur assemblée délibérante pour mener à bien les travaux nécessaires à leur alignement sur le régime légal des 1607 heures, ce qui était déjà le cas dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique d'État, même si nous avons pris l'engagement devant le Parlement d'examiner, de regarder s'il restait un certain nombre de situations particulières. Nous savons qu'il en reste, qui nécessiterait quelques travaux complémentaires dans la fonction publique d'État. De la même manière, concernant la transparence, nous avons fait le choix avec le Parlement qui souhaitait aller plus loin que le gouvernement, et le gouvernement s'est rangé à l'avis des parlementaires, d'aller plus loin en matière de déontologie et de contrôle de la déontologie, ou en tout cas des enjeux déontologiques. C'est ce qui amène le projet de loi, à fusionner la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la Commission nationale de déontologie de la fonction publique. Ce mouvement de fusion et donc de renforcement des prérogatives de l'instance s'est accompagné de 2 mouvements qui peuvent paraître contradictoires ou orthogonaux, mais qui en réalité sont complémentaires. Nous avions fait le constat que la commission de déontologie était extrêmement sollicitée, que la cible des emplois concernés par le contrôle déontologique était très large, puisque catégorielle, et que beaucoup des postes, beaucoup des emplois concernés par le contrôle de déontologie n'avaient finalement pas lieu de donner lieu à un contrôle systématique. Dans le même temps, nous considérons qu'ouvrir le recrutement sur les emplois de direction à des contractuels nécessite aussi d'entourer ce recrutement de précautions déontologiques. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit de restreindre le champ d'application du contrôle systématique de déontologie pour les sorties de la fonction publique vers le secteur privé, pour nous concentrer sur les postes qui présentent une forme de risque, ou en tout cas d'exposition à un risque déontologique, et à l'inverse, rend systématique le contrôle entrée ou le contrôle retour lorsqu'il s'agit d'un retour dans les rangs de la fonction publique pour ces mêmes postes, contrôle retour ou contrôle entrée, qui n'existaient pas jusqu'à présent. Il y a enfin, et j'en terminerai par ces 2 points, une part importante du projet de loi qui est consacrée à l'accompagnement des mobilités. Accompagnement des mobilités volontaires d'abord,
Cela passe par le développement de toutes les dispositions autour de la portabilité. Nous avons fait en sorte, et les décrets ont été soumis aux instances, de rendre portable l'ensemble des éléments de rémunération et de droits acquis par les agents publics. Il s'agit de la portabilité du compte personnel de formation, interministériel, intervention de la fonction publique, et nous avons aussi prévu un mécanisme de conversion entre le secteur public et le secteur privé, dans la mesure où, dans le secteur public, nous restons sur une logique de compte personnel de formation en heures, alors que le secteur privé est entré dans une logique de monétisation du compte personnel. Donc il fallait prévoir un mécanisme de conversion. Il est prévu à la fois pour ceux qui viendraient du secteur privé, mais aussi pour ceux qui passeraient du secteur public définitivement ou temporairement vers le secteur privé. Nous avons veillé à rendre possible, et je dis bien possible parce que ça n'est pas automatique, mais possible, la portabilité du contrat à durée indéterminée interversant, puisqu'aujourd'hui nous connaissons une situation un peu ubuesque qui fait que lorsqu'un agent en CDI change d'employeur au sein d'un même versant, il peut conserver le bénéfice de son CDI, mais s'il change de versant, il en perd automatiquement le bénéfice, et donc nous voulons maintenir cette possibilité. Nous avons aussi fait en sorte de permettre, à chaque fois que c'était possible, de supprimer toutes les dispositions qui font obstacle à la mobilité. Dispositions qui font obstacle à la mobilité en généralisant et en normalisant l'accès à la position normale d'activité. Généralisation qui font obstacle aussi à la mobilité en alignant, par exemple, après détachement, le régime de cotisation employeur en matière de retraite de la fonction publique et de la fonction publique territoriale, puisqu'aujourd'hui, si un employeur territorial souhaite recruter par détachement un fonctionnaire d'État, il est astreint à payer un niveau de cotisation à plus de 70%, alors que le régime CNRACL est au moins 2 fois inférieur, ce qui est évidemment un frein assez majeur à la mobilité, l'État prenant à sa charge la différence, bien évidemment. Nous avons voulu aussi avoir des dispositifs spécifiques aux restructurations. Nous considérons que pendant trop longtemps, les services ont connu des restructurations, des réorganisations, mais que les outils dont disposent les différentes administrations pour accompagner ces restructurations étaient insuffisants. C'est la raison pour laquelle, d'une part, nous travaillons à mieux formaliser et à un niveau interministériel cette fonction d'accompagnement des mobilités professionnelles et des reclassements. Et nous avons eu l'occasion de nommer une préfiguratrice en la personne de Mme Bénédicte Ledélé pour préfigurer justement ce qui devra être une agence. Mais je dis le mot agence, même si nous n'avons pas d'a priori sur la forme juridique que devra prendre cet outil. Ce que nous savons, c'est que cet outil devra être interministériel pour garantir l'égalité des agents concernés par des restructurations indépendamment du ministère dont il relève. Ce que je sais aussi, c'est que cette agence devra être en capacité de mobiliser tous les outils d'accompagnement, notamment le fonds d'accompagnement des initiatives RH, qui est doté de 50 millions d'euros chaque année, et qu'elle le fera en cofinançant les modalités, les plans d'accompagnement des restructurations. Et je dis bien cofinancer, puisque nous tenons à ce que les différents ministères employeurs restent responsables et responsabilisés sur leurs opérations de restructuration. Il faut que nous puissions proposer un dispositif global d'accompagnement aux agents publics, à la fois par de la formation continue, mais aussi de la formation spécifique après les bilans de compétences. Il faut que nous puissions faciliter les mobilités géographiques, et nous avons signé avec Gérald Darmanin, dès le début de cette année 2019, tous les textes réglementaires nécessaires au doublement de la prime plafond de restructuration de services, par exemple. Mais il faut aussi permettre, et c'est là aussi une nouveauté, je crois, en tout cas formellement, permettre de garantir à un agent public de l'État qui exerce sa mission dans un territoire en particulier, qu'en cas de suppression de son poste, quelle que soit la raison, et dès lors que c'est dans le cadre d'une restructuration, cet agent ait la garantie de pouvoir rester agent public de l'État dans le territoire où il a choisi de vivre. Ça implique un reclassement, ça implique une reconversion. Nous avons prévu pour ça un congé de transition professionnelle d'une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois. Et nous avons aussi prévu de donner au préfet de région la possibilité, si nécessaire, d'avoir une forme de droit de préemption sur les emplois vacants dans les territoires concernés, des ministères non restructurés, au profit des agents dont le poste serait supprimé à l'occasion d'une restructuration. C'est un changement fondamental qui obligera à une interministérialité dans les territoires pour ce qui concerne le reclassement des agents, mais qui permettra de tenir cet engagement, de permettre à un agent de l'État de rester agent de l'État dans le territoire où il a ses attaches familiales, où il a construit sa vie, tout en changeant de métier, en étant accompagné pour cela, avec évidemment le maintien des garanties et de l'ensemble de sa rémunération. Enfin, pour accompagner les mobilités, mais uniquement dans le cadre du volontariat, nous avons voulu privilégier les possibilités de mobilité vers le secteur privé. Et je le répète, dans le cadre d'un volontariat, cela passe par des outils différents, notamment des périodes transitoires lorsqu'il y a restructuration,
Période transitoire pendant laquelle un agent public pourra travailler dans une entreprise privée tout en restant agent public avec un droit d'option au bout d'une période qui reste encore à définir pour lui permettre soit de regagner son administration et de réintégrer les cycles liés aux procédures de restructuration, soit faire valoir avec une indemnité de départ volontaire à la clé son choix définitif de partir vers le secteur privé. Hors restructuration, nous avons aussi pris la décision, et le Parlement nous a suivis en cela, de proposer à l'ensemble des agents publics titulaires d'un CDI ou titulaires de la fonction publique la possibilité de faire valoir leur droit à la rupture conventionnelle qui existe dans le secteur privé, qui nécessite un accord bilatéral, et j'insiste sur ce point, qui ouvre le droit à une indemnité compensatoire, qui ouvre le droit à une allocation de retour à l'emploi sur le modèle de l'allocation chômage et qui nous paraît de nature à sécuriser les transitions volontaires du secteur public vers le secteur privé. Enfin, et ce sera mon dernier point, le projet de loi est dans une thématique évidemment différente, s'emploie à rétablir l'égalité partout où c'est possible. Égalité entre les femmes et les hommes, et nous avons mis à profit ce texte pour donner une force législative à l'ensemble des dispositions du protocole d'accord conclu le 30 novembre 2018 en matière d'égalité professionnelle dans la fonction publique entre les femmes et les hommes, en tout cas toutes les dispositions qui méritaient et qui nécessitaient une transcription législative. C'est une obligation de mettre en œuvre des plans d'action pour la réduction des inégalités salariales. C'est l'obligation de mettre en œuvre des dispositifs de prévention et de signalement pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. C'est un élargissement de la liste des emplois et des métiers faisant l'objet d'une obligation de nomination équilibrée entre les femmes et les hommes. C'est aussi une nouveauté à laquelle je tiens tout particulièrement, puisque depuis 2012-2013, lorsque nous évoquons la question des nominations équilibrées entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, dans les trois versants, très souvent, les employeurs défaillants sur le sujet nous disent avoir un problème de vivier et nous disent que le vivier de personnes qu'ils peuvent nommer sur ces emplois de direction serait, dans la plupart des cas, insuffisamment féminin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. C'est la raison pour laquelle, désormais, la répartition des promotions et des avancements au choix devra, dans sa répartition femmes-hommes, tenir compte de la répartition femmes-hommes des corps ou des établissements auxquels elle s'applique. Et ainsi, en quelques années évidemment, le fait de modifier la clé de répartition des avancements et des promotions au choix nous paraît être une piste intéressante pour rééquilibrer, féminiser quand c'est nécessaire, parfois, mais c'est beaucoup plus rare évidemment, masculiniser, mais les exemples sont peu courants, les viviers, pour reprendre cette expression, préalable à la nomination sur des emplois qui font l'objet d'une obligation d'emploi, d'une obligation de nomination équilibrée, pardonnez-moi. Enfin, et dans un sujet encore différent, toujours en matière d'égalité, le texte complète la loi du 4 septembre 2018 portant sur l'avenir et le choix de son parcours professionnel, loi portée par ma collègue Muriel Pénicaud en matière de handicap. La loi du 4 septembre 2018 avait introduit des modifications concernant le financement du FIPHFP. Nous avons mis à profit cette loi du 6 août pour introduire de nouvelles obligations en matière de déroulement de carrière des agents en situation de handicap, pour faire en sorte aussi d'élargir le champ des handicaps pris en compte, puisque jusqu'à présent, pour bénéficier d'un aménagement lors des preuves de concours ou pour bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements, il fallait pouvoir justifier, si j'ose dire, d'un handicap physique, puisque l'adjectif physique était dans les textes législatifs et réglementaires. Nous avons supprimé cette référence au handicap physique pour permettre la prise en compte d'autres types de handicaps cognitifs ou mentaux, de manière à élargir le champ d'application de ces dispositions. Nous avons aussi prévu, à titre expérimental, une procédure d'avancement et de promotion dérogatoire au droit commun pour permettre, là aussi, un meilleur déroulement de carrière aux agents en situation de handicap. J'ai déjà été beaucoup trop long, donc je vais m'arrêter là, et d'autant plus que les 3 points qui seront abordés après seront l'occasion de préciser, je crois, un certain nombre de choses. Je voudrais simplement conclure par 2 mots. Le premier, pour renouveler mes remerciements à toutes celles et ceux, je pense notamment à la DGFP, qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent aujourd'hui, tant pour l'écriture, l'examen du texte, que pour la mise en œuvre des textes d'application. Et un second mot pour m'adresser à vous toutes et tous dans vos fonctions respectives, notamment de gestionnaire RH, de juriste, en première ligne finalement pour l'application de ce texte. Pour vous dire d'abord que nous comptons beaucoup sur votre implication et sur la manière dont vous allez vous approprier ces dispositions, que nous veillons dans les textes d'application, les textes réglementaires et à un niveau interministériel, à ce que l'application soit la plus uniforme possible, non pas par lobby d'une uniformité ou d'une égalité parfaite, mais parce qu'il y a toujours à craindre qu'un certain nombre de cloisonnements, qu'un certain nombre d'habitudes, qu'un certain nombre d'obstacles ou de freins à la mobilité n'aient parfois
d'habitudes administratives et que nous avons voulu supprimer par ce texte refassent surface, ressurgissent à l'occasion de la rédaction des textes réglementaires. Et je puis vous assurer que nous y veillons pour que les uns et les autres, quel que soit le ministère, quelle que soit la collectivité ou l'établissement pour lequel vous officiez, vous puissiez avoir un texte qui soit à la fois le plus lisible, le plus général, le plus commun et donc le plus partagé possible, puisque si j'ai beaucoup insisté sur la mobilité, cela passe aussi par la garantie que le droit qui s'applique chez un employeur public s'applique de la même manière chez les autres employeurs publics. Et en cela, les textes et la pratique ne font qu'un. C'est la raison pour laquelle je compte beaucoup et je vous remercie par avance pour votre engagement. Merci de votre attention et bon après-midi à toutes et à tous.